Bonjour à tous et bienvenue dans QG de campagne. Ces QG qui nous en disent long sur ces hommes et ces femmes qui prétendent entrer à l'Élysée. Ces QG où s'élabore leur stratégie de campagne. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci beaucoup. On est chez vous ce matin. Absolument. On va dire exactement dans un instant où. On sera d'ailleurs dans votre bureau dans quelques instants. Alors, nous sommes dans le 17e arrondissement de Paris. Paris, c'est un arrondissement, le 17e, où il y a une partie popu, entre guillemets, puis il y a une partie plus chic, plus bourgeoise, plus cossue. À votre image, elle vous ressemble ? On est dans un arrondissement, effectivement, qui est un petit peu mixé, qui ressemble à la France, avec ses parties populaires et surtout beaucoup de jeunes ménages qui viennent habiter. Oui, ici, c'est la partie, je disais, un peu chic, c'est pour ça que je disais qu'elle vous ressemble. Ici, on est à la frontière, oui, entre les deux. Alors ici, précisément, là, on est dans la salle des communicants, ça bosse déjà, on le voit. On va regarder des photos parce que plus bas, il y a un bar très coloré, ambiance start-up. On tombe aussi, alors vous voyez, c'est cette photo qu'on vient de voir à l'image, on tombe aussi sur d'autres éléments, par exemple des bocaux avec des bonbons. C'est quoi cette ambiance ? C'est un peu artificiel ? Non, c'était comme ça. C'était un lieu de coworking qui était un lieu en fait de l'audiovisuel au départ. Et ce qui nous a plu, c'est l'ambiance extrêmement chaleureuse, le fait de pouvoir se retrouver tous ensemble. Moi, vous le savez, dans ma région, j'ai emménagé tout le monde dans des grands open space. J'aime cette ambiance de convivialité et j'aime aussi le côté très ruche qui doit forcément être dans un QG. Voilà, pour l'anecdote, quoique, c'est l'ancien siège, sauf erreur, d'Anne Desmolles. C'est là où a été tournée, ou en tout cas pensée, Love Story, la fameuse émission de télé-réalité des années 2000, où c'était une compétition assez particulière. Bon, en termes de compétition, la présidentielle, cette campagne, est-ce qu'elle se passe bien ? Comment est-ce que vous allez bien ? Comment est-ce que vous allez, pardon ? Est-ce que c'est ce que vous attendiez ? C'est ça ma question. Écoutez, moi, vous êtes surprise ? ce que je trouve, c'est que, et ça m'étonne, c'est qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à l'avenir de la France. Dans les 5 ans qui viennent, la France va profondément changer. Après la pandémie Covid, les aspirations des Français sont très différentes. Quitter les grandes métropoles, prendre leur envol, devenir indépendant, télétravailler. On a aujourd'hui une France qui aspire à beaucoup de changements. Et puis, on a une France qui souffre aussi. On va en parler de votre programme. Ma question, c'est comment vous la vivez, vous ? Est-ce que vous êtes surprise ? Vous avez fait des campagnes, vous avez fait des régionales. C'est votre première présidentielle. Comment vous la vivez ? Comment allez-vous, Valérie Pécresse ? Écoutez, je vais en combattante parce qu'effectivement, il faut faire entendre sa voix. Il y a énormément de candidats qui sont en lice et il y a un certain nombre de passages obligés, de rituels. Donc, effectivement, il faut à chaque fois passer les passages obligés pour essayer de franchir le mur du son et parler projet pour les Français. Nouvelle France. On va le faire. Je voulais vous demander de faire votre autoportrait. On va le demander à chaque fois qu'on est dans le QG de campagne. C'est particulièrement intéressant parce que depuis votre meeting du Zénith dimanche, on entend beaucoup d'élus LR qui disent Valérie Pécresse, elle doit être elle-même. Autoportrait en quelques secondes. Eh bien, je pense que je suis une femme de son siècle. C'est-à-dire une femme qui est passionnée par ce qu'elle fait, passionnée par la politique, qui a réussi à s'émanciper dans un monde d'hommes en prenant des responsabilités. Une femme qui a mis toute sa vie au service de ses administrés, au service des autres. Et moi, je veux changer la vie. Profondément, c'est ça mon moteur. Je veux changer la vie, je veux sauver la planète, je veux réussir à ce que les Français demain vivent mieux. Et puis, je veux réconcilier les Français autour d'un beau projet. Alors, ça, c'est un autoportrait très politique, très programmatique. Vous auriez pu aller sur un champ plus personnel. Je vais quand même vous y emmener parce que, par exemple, vous auriez pu me parler de votre passion du cinéma. Ça saute aux yeux dans ce QG. Un peu partout, il y a des affiches de cinéma. Vous dites même que vous êtes une cinévore. Il y a des films que vous avez vus 10 fois. Qu'est-ce qui vous fait vibrer comme cinéma ? Moi, j'aime les portraits intimes, j'aime l'émotion au cinéma. Donc, par exemple, des films d'Almodovar sur les femmes. Ces portraits de femmes sont magnifiques. Il y a les films de Xavier Dolan, Momie, pour maman,
Ouais. qui raconte l'histoire d'une mère et de son fils. Attention, il y a une marche. Et puis, j'adore le cinéma d'un François Truffaut, intimiste, délicat, avec des sentiments. Voilà, je suis cinévore, je vois les films comme je lis les livres, c'est-à-dire que je me plonge dans une autre réalité. Et vous savez, quand la politique vous dévore, vous n'avez pas beaucoup le temps pour, Alors pour attendez, on entre là. voyager. Vous voyez, on entre dans votre bureau, il y a marqué Valérie Pécresse. Ça, c'est le bureau de Patrick Stefanini, votre directeur de campagne. Voilà, toujours l'ambiance start-up avec des petits tableaux écrits à la craie. Et puis là, on entre dans votre bureau. Alors attendez, on va s'arrêter un peu quand même. Qu'est-ce qu'on voit dans votre bureau? Les cartes de famille nombreuses de vos 3 enfants. Oui, quand ils étaient petits. 30% hein, Oui. pour voyager moins cher à la SNCF et la RATP. Une photo du général de Gaulle et de Valéry Giscard d'Estaing. Non, Konrad Adenauer, pardon, Konrad Adenauer. Pardon. C'est la réconciliation franco-allemande qui m'a été offerte par le patron de la CDU, M. Merz. Une très belle photo de Simone Veil. Oui, offerte par son fils, parce Très, que très Simone belle. était ma présidente de comité de soutien. C'était une très grande marraine de cœur. Ensuite, là, c'est vous avec Mbappé. on Et le voit. N'Golo Kanté, Et N'Golo Kanté. que vous ne Très reconnaissez bien. pas forcément. Non, j'ai pas vu André de lunettes, Malraux je est mon vois. grand-père. Ouais. Figure emblématique. Vous racontez dans un livre, en effet, que vous l'avez vu. Là, alors, je disais, les affiches de cinéma, il y en a devant votre bureau. Le président, bon, c'est un peu téléphoné, hein, comme... Ah non, c'est pas téléphoné. C'est l'un des plus beaux films sur l'exercice du pouvoir, Le Président, d'Henri Verneuil. Ça raconte justement comment on peut lutter contre la corruption, comment est-ce qu'on peut être un grand président, et aussi toutes les intrigues du pouvoir. C'est un immense film, Le Président. D'accord, une Et source d'inspiration, un film Verneuil. fondateur, un film fondateur. Yoda, alors Star Wars, c'est une référence pour vous. Hein. Non, mais c'est une référence de jeu. Dans la campagne de 2015, il m'avait surnommé Maître Yoda, effectivement. Pourquoi parce que j'étais la grande sage, voilà, qui réconciliait tout le monde et qui donnait les instructions. La saga Star Wars, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas Pour vous non terminée. plus, la campagne n'est pas terminée. On va Non, s'asseoir, Valérie absolument. Pécresse. Alors, à propos de cinéma... Et là, vous n'avez pas vu, mais j'ai mon autographe de Spike Lee, dont je suis très fière. On est passé à côté de... parce que j'ai là aussi été... Spike Lee. Et ouais. vous l'avez où? Quand est-ce qu'il vous a fait ça? Écoutez, il nous l'a fait quand il est passé un jour à Paris, parce que je pense que son cinéma est un cinéma engagé et fort, hein, et que voilà, c'est des cinémas, tous les cinémas m'intéressent parce qu'ils montrent des visions du monde et des visions de la vie. Vous êtes cinévore, vous l'avez dit sur Twitch mardi soir, vous avez fait une émission Twitch, vous avez évoqué cette passion pour le cinéma, et vous avez dit cette phrase, c'est un peu plus dur, je ne peux pas aller au cinéma souvent, parce que c'est un peu plus dur, je me rattraperai dans 2 mois. Bah oui, il y a une très belle salle de cinéma à l'Élysée. Vous savez qu'il y a une très belle salle de projection. À l'Élysée, il y a une salle de projection vous aviez pareil personnelle. C'est votre inconscient qui a parlé, Valérie Pécresse? Mais non, mais pas dans du 2 tout. mois. Mais pas du tout. Quand on est élu président, on ne pense pas qu'on va tout de suite au cinéma. C'est pas l'association d'idées. Ah non, j'ai pas pensé que j'irais au cinéma. J'ai pensé que quand je serai à la présidence de la République, j'aurai à nouveau la maîtrise de mon emploi du temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et en plus, je vous le dis, il y a une très belle salle de cinéma de projection à l'Élysée. Et d'ailleurs, le président se fait en général projeter en avant-première un certain nombre de films qui sont des films qui marquent le pays. Alors, et ça, c'est important. Si vos adversaires l'exploitent en disant « elle a fait une gaffe, elle a dit qu'elle irait au cinéma dans 2 mois, c'est-à-dire qu'elle ne se projette pas présidente », qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis « venez à l'Élysée, je vous invite, nous irons, je prendrai les films les plus marquants. Il va y avoir un film très marquant qui va sortir sur la vie de Simone Veil, que d'ailleurs j'ai moi-même soutenu en tant que présidente de région. C'est ce genre de film qu'on projette à l'Élysée. En général, on invite d'ailleurs toute la classe politique à venir, et ce sont des grands moments de culture et de communion nationale. Emmanuel Macron adore Audiard. Vous partagez ça avec lui? Michel Audiard. Alors, Michel Audiard et Jacques Audiard, parce que Jacques Audiard... ça avec lui? Michel Audiard, oui, mais Jacques Audiard aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime aussi beaucoup des films comme Le Prophète. Enfin, il y a des films de Jacques Audiard qui sont incroyables. Pas seulement les bons mots, pas seulement le cinéma... des années 60. C'est un peu le message. Michel Audiard, c'est Les Tontons Flingueurs. Et voilà. effectivement, c'est intéressant, ce film, cette référence aux Tontons Flingueurs. Pourquoi? Parce que tu connais pas Raoul. Bon, donc voilà.
On va voir si c'est le cas. Vous vouliez être actrice quand vous étiez encore un peu plus petite, hein. Psychiatre et actrice, j'ai ouais. un peu évolué. Vous avez renoncé ? Psychiatre comme mon grand-père parce qu'il était médecin de l'âme et je trouvais qu'il n'y avait pas de plus beau métier que de soigner les âmes. Et puis à un moment donné, effectivement, je montais des pièces de théâtre pour mes petits cousins. Je leur faisais jouer des scènes et effectivement, j'étais dans le club théâtre de mon lycée. Alors actrice, transition très subtile. Valérie Pécresse, ça me conduit à revenir sur ce meeting du Zénith. Vous voudriez sans doute tourner la page, mais c'est important d'y revenir aussi pour purger certains éléments qui sont restés. D'abord, avec le recul, franchement, est-ce que vous vous en voulez d'avoir accepté ce méga meeting scénarisé comme ça? Est-ce que vous vous dites, bon, si c'était à refaire, je ferais différemment? Ah, mais écoutez, il y avait une ambiance incandescente. Il y avait 7500 supporters qui étaient là, 2000 jeunes. On n'avait jamais vu une telle ambiance, une telle ferveur et une telle chaleur à droite depuis au moins 5 ans. Est-ce que vous vous êtes bien... Donc, comment est-ce que vous avez ressenti, vous, ce qui s'est passé? Vous vous êtes senti d'abord, à l'aise? Écoutez, si vous voulez des beaux parleurs, il y en a plein dans la campagne. Mais ça, moi, je déjà suis pas. dit. Oui, mais moi, je ne suis peut-être moins une belle parleuse, mais il y avait une communion avec la salle qui ne s'est pas ressentie à la télé parce que le retour son était extrêmement mauvais et qu'on n'entendait pas la salle. Mais il y de incroyable vous de ferveur. Vous le referiez de la même façon? Je ne commettrai pas les mêmes erreurs de son, de captation de son, parce qu'il fallait que on voit à la télé cette ferveur. Et peut-être que j'emploierais un ton plus intimiste. Mais on peut employer un ton très intimiste dans une salle de 7500 personnes. Parce que nous, on vous a senti, c'est vrai, et quand je dis nous, il y a beaucoup qui se sont dit, mais elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Parce que vous n'entendiez pas. Étiez à l'aise. Parce mais que vous étiez à l'aise. Parce que vous n'entendiez pas cette ferveur. Moi, j'étais portée par cette ferveur que vous n'entendiez pas parce que vous n'aviez pas le retour son de la salle. Vous avez, enfin, ça a été très critiqué. Vous avez invoqué le fait d'être une femme pour expliquer la vigueur des attaques. Vous avez dit, il y a un peu de machisme quand même dans la façon dont on parle de mon meeting. Non, ce que j'ai dit j'ai dit que quand Emmanuel Macron avait planté ses premiers meetings de campagne il y a 5 ans, les critiques n'avaient pas été aussi acerbes. Voilà ce que j'ai dit et je le pense. Et dès qu'on vous critiquera, c'est parce que vous êtes femme. Ce que je veux dire, c'est pas le degré zéro de la remise en question. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai dit que la question de la voix des femmes est une question extrêmement difficile en politique. On a un vrai sujet sur la voix que n'ont pas les hommes. Mais quand un président de la République perd sa voix, Emmanuel Macron, homme, eh bien lui, on le lui reproche beaucoup moins qu'on ne me le reproche à moi, donc, je trouve. Pas de remise en cause. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy confie au Figaro que vous faites une campagne existante, c'est du machisme? Non, mais là, après, le sujet, il est simple, c'est que moi, je suis en train de tracer ma route. Je trace un projet de nouvelle France. Et je voudrais quand même que, au-delà de la forme du discours de dimanche dernier, vous vous intéressiez au fond de ce que j'ai dit. Oui, vous allez y arriver. Mais de Madame Pécresse, le fond de mes idées. C'est une phrase que j'aime beaucoup. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est signé Victor Hugo. Oui, mais c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai parce que, regardez, je vous dis, le contre-exemple parfait, c'est la campagne d'Emmanuel Macron 2017. Aujourd'hui, c'est vrai que ce grand meeting, c'était la première fois, 7500 personnes. Et c'est vrai il y en aura d'autres de cette dimension ou pas? Il y en aura d'autres. On va reprendre les meetings à partir de demain. Donc venez me voir. De la même dimension. On verra ce que vous allez changer d'ici demain soir. On va adapter le format pour que ce soit sans doute plus naturel et que ça me corresponde mieux. On reviendra tout à l'heure sur le fond d'ailleurs de votre discours. On a demandé à des Français de vous interroger sur des sujets de votre choix. Et on va commencer par entendre Doriane. Elle est à Bordeaux et voilà ce qu'elle vous dit, Valérie Pécresse. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Doriane, j'ai 28 ans, je suis auto-entrepreneur à Bordeaux. Et après votre meeting à Paris, nous les Bordelais, on a une petite question, c'est est-ce que vous êtes plutôt la candidate des Parisiens ou la candidate de tous les Français? Ou la candidate de tous les Français? Alors, je l'ai dit dans mon meeting, moi, je veux être la présidente de tous les Français. Et d'ailleurs, dans mon projet, il y a l'idée que c'est plus Paris le désert français. La France de l'après-Covid, c'est une France capitale, où toutes les régions, tous les départements, toutes les villes
deviennent des lieux d'effervescence, des lieux de création. On va présenter un projet qui va redonner de la liberté au territoire. L'État va lâcher prise. Et donc vraiment, ce ne sera plus une présidence verticale, ce ne sera plus la centralisation, ce sera l'avis des territoires. Et je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, comme ailleurs, eh bien, on sentira le changement, on le sentira dans l'école, puisque on pourra régionaliser l'école, on le sentira dans la santé, puisque toute la santé sera aussi confiée aux régions et aux départements. On sentira que ça va mieux, que les services publics reviennent, que la France qu'on aime, eh bien, elle arrive, elle est plus efficace, elle est dans les territoires. Promesse de décentralisation en réponse à Dorian. Deuxième question, Balthazar, toujours à Bordeaux. On l'écoute. Bonjour Madame Pécresse, je suis Balthazar Andrade, entrepreneur sur Bordeaux. Je voulais vous poser une question. Je regarde de temps en temps les candidats, dont vous, et j'ai l'impression qu'un jour vous faites du Zemmour, un autre jour vous êtes un peu Macron. Quelle est votre ligne droite à vous, s'il vous plaît? Merci. Alors ça, pardon, je rajoute, c'est une question, j'allais dire fondamentale, très importante, parce qu'on attend ce matin, Madame Pécresse, que vous éclaircissiez ce point. Quelle est votre droite entre les électeurs de Zemmour que vous semblez draguer en reprenant le vocabulaire de l'extrême droite et les électeurs de François Fillon de 2017 qui sont partis chez Emmanuel Macron? Non, mais au-delà de ça, qui je suis moi? Moi, je suis pour de l'ordre. Je veux remettre de l'ordre. Je suis une femme d'ordre. Et je l'ai toujours été. Et je n'ai pas changé sur ce point. Ça a toujours été moi. Je suis une femme d'ordre, mais je suis une femme aussi qui croit au progrès, qui croit à la liberté. Et aujourd'hui, la France a besoin de cette liberté. C'est ce que j'appelle la nouvelle France. Donc il y aura dans mon projet de l'ordre, il y aura aussi beaucoup de liberté et la croyance au progrès. La croyance que la France peut être à nouveau elle-même et redevenir la puissance qui rayonne. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, nous sommes aujourd'hui à terre sur plein de sujets, que ce soit les sujets d'autorité, mais que ce soit aussi les sujets économiques. Mais vous semblez... progrès et liberté. Pourquoi cette question de Balthazar? Vous ne pouvez pas l'ignorer, l'arrière-plan. Mais vous semblez être sous tutelle d'Éric Ciotti, qui a fait un score très fort à la primaire, et qui vote Zemmour face à Macron au second tour. Les gens se disent, mais elle est sous influence, Valérie Pécresse. Madame Martichoux, c'est le jeu malsain des macronistes. Ce que veulent les macronistes, ce que veut Emmanuel Macron, c'est se retrouver face à face avec les extrêmes. C'est diaboliser tous ses adversaires et c'est faire croire que tous ses adversaires sont extrêmes. Moi, ce que je suis, c'est que je suis l'alternance. Je suis ni Macron, ni Zemmour. Je suis la troisième voie. Cette troisième voie, c'est celle qui ramène... Non, je ne suis pas du tout une synthèse. Je suis moi. Je suis l'ordre républicain et je suis la liberté et le progrès auquel les Français aspirent. Parce qu'ils veulent de la liberté. Ils veulent pouvoir travailler et vivre dignement de leur travail. Ils veulent pouvoir... Justement, on va avancer parce qu'on va voir comment vous déclinez ça. Ils veulent pouvoir avoir leur chance de réussir dans la vie. Pour aller jusqu'au bout, Valérie Pécresse. Une société de l'immobilité sociale. Je veux libérer les énergies, donner à chaque enfant de France sa chance de réussir. Vous avez dit dans le JDD, j'espère qu'Éric Zemmour appellera à voter pour moi à 20h01 le 10 avril. Vous espérez en quelque sorte son vote, vous espérez son soutien. Et donc, d'une certaine façon, vous vous situez sur sa ligne. Mais Madame Martichoux, mais vous êtes extraordinaire. Je répondais à une question qui me demandait est-ce que vous allez voter Zemmour? Et je répondais je vais être au deuxième tour. Et ce sera lui qui appellera à voter pour moi s'il ne veut pas d'Emmanuel Macron. Je n'appelle pas au soutien d'Éric Zemmour. Je dis juste que ce sera moi. Si vous étiez si étrangère à sa ligne, si vous étiez si étrangère à sa ligne, si vous étiez si étrangère à sa ligne, est-ce que vous espériez qu'il vienne vous aider pour mais parce que vous le savez bien, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Et si j'ai bien compris, les électeurs d'Éric Zemmour veulent surtout en finir avec cette présidence d'Emmanuel Macron qui a abîmé la France. Vous savez que certains se disent pour Valérie Pécresse, tout est bon pour se faire élire, y compris entretenir les ambiguïtés. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais il n'y en a aucune. Et il n'y en a jamais eu. Quelle ambiguïté. Donc vous dites, je ne suis pas du tout sur la ligne de l'extrême droite. J'ai dit, je ne veux pas. Mais enfin, tout mon parcours le dit, arrêtez le procès en sorcellerie. Mais pas votre discours quand vous parlez des Français de papier. Mon parcours le dit. Vous parlez des Français mais de non, papier. Je parle des Français de cœur. C'était une expression. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais qu'on soit tous unis et que je voulais la réconciliation nationale et que moi,
contrairement à Emmanuel Macron. Je n'allais pas laisser l'école de la République dans cet état, et dans l'état d'inégalité scolaire dans laquelle elle est, et que tous les enfants de France, j'allais leur permettre d'aimer la France en les faisant réussir. Dernière question. Donc, lisez quand même. Cette expression. Simplement, c'est la dernière question. Pourquoi reprendre dans votre bouche cette expression? Vous savez, je crois que c'est Chirac qui disait « on ne reprend pas le vocabulaire des adversaires ». Pourquoi vous reprenez Grand Rassemblement? Pourquoi vous reprenez François de Papier? Français de Papier. Mais Français de Papier, je ne l'ai pas repris. J'ai parlé des Français de cœur. J'ai dit je veux des Français de cœur. Je veux des Français de cœur et pas seulement des Français de papier. Vous reprenez une expression qui est extrêmement connotée, vous ne pouvez pas ne pas le savoir, qui est utilisée par Marion Maréchal Le Pen, par Jean-Marie Le Pen, par tous ceux qui considèrent qu'il y a deux catégories de Français. Il y a deux catégories de Français, ceux de cœur et ceux de papier. Moi, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a deux catégories de Français? Non, je suis désolée. C'est pas du tout le discours de l'extrême droite. Le discours de l'extrême droite, c'est Français de souche et Français de papier. Oui. C'est pas du tout le même discours que le mien. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut aimer la France. Et si on aime la France vous aimera. Et je vais donner aux Français des raisons d'aimer leur pays, parce que je vais leur donner la possibilité de réussir dans leur pays. Et c'est ça, l'union nationale. Mais pardon, mais vous n'avez pas écouté. Mais vous n'avez pas écouté le discours jusqu'au bout. J'ai dit tous unis, tous ensemble. J'ai dit que je respectais chaque Français, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau. Et par ailleurs, j'ai dit aussi que je ne me résignais ni pas à ce duel Macron-Zemmour. Voilà. Je suis l'antidote républicain à cette question, à cette théorie du grand remplacement. Mais enfin, Madame Martichoux, j'ai une équipe de France qui va de Xavier Bertrand, Michel Barnier, Laurent Wauquiez, tous les centristes, Hervé Morin. Franchement, j'ai une équipe de France qui couvre toutes les sensibilités de la droite. D'ailleurs, l'union de la droite et du centre, c'est moi. Voilà. Et c'est ce que je suis profondément, Madame Martichoux. C'est ce que je suis. Je suis l'ordre, mais je suis aussi le progrès et la liberté. Alors, l'immigration, c'est un sujet. Pour vous, les pays européens qui veulent construire des murs doivent pouvoir le faire et ils auront votre soutien. Je vous cite, s'il faut en bâtir, comme le font certains États, je les soutiendrai. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, personne n'a envie que l'Europe se couvre de murs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays qui se retrouvent face au chantage migratoire. De la Biélorussie, de la Turquie. Chantage migratoire. Et ils sont obligés de construire des barrières pour que les migrants puissent passer, ça s'appelle le traité de Schengen, par des points de passage autorisés. Et je suis allée en Grèce. En Grèce, on a réussi à reprendre le contrôle de la frontière. Il y avait 80 000 clandestins il y a un an. Et aujourd'hui, il y en a plus de 10 000. Comment ils ont fait? Ils ont mis des barrières physiques. Et qu'est-ce qu'ils disent à l'Europe? Qu'est-ce qu'ils disent à l'Europe? Ils disent, on a besoin que vous nous aidiez à financer ces barrières physiques. Pourquoi nous, les pays de première ligne, on doit tout financer tout seul, on doit se battre tout seul alors qu'on protège votre frontière? Moi, j'entends leur cri, je veux protéger nos frontières. La frontière, pour un pays, c'est quelque chose de crucial. Si on n'arrive pas, il y a des portes à la maison et on doit pouvoir accueillir qui on a envie d'accueillir. Mais vous savez, Madame Martichoux, quand on prend votre expression, il faut bâtir des murs, il faut pas. J'ai pas dit il faut bâtir. Je n'ai pas dit il faut bâtir des murs. J'ai dit s'il faut en bâtir. S'il faut. C'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Je n'ai pas dit. Mais ça n'est pas pareil. J'ai pas dit il faut. J'ai dit s'il faut, il faut les aider. Mais oui, je les soutiendrai. Je peux pas les laisser seuls. Si vous laissez les pays frontières de l'Europe seuls, alors, ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas être tout seuls. Quelle est la proportion de migrants qui passent par des voies terrestres? Vous le savez? Combien? Il y a combien de migrants qui passent par des voies terrestres? Allez demander à la Pologne ce qu'elle pense de la Biélorussie. Allez demander à la Grèce. C'est pas le terrestre, c'est pas terrestre, c'est maritime. La Grèce, c'est pas terrestre, c'est maritime. Mais c'est pareil. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, Malte, 90% des migrants passent par ces voies-là. Donc on se demande pourquoi vouloir des murs? Mais parce que la Grèce a une frontière avec la Turquie sur laquelle elle a mis des barrières. À Ceuta, il y a une enclave et il y a aussi des barrières. Une enclave espagnole au Maroc et qui a été prise d'assaut par des migrants, Madame Martichoux. Vous connaissez cette réalité? C'est 1500 personnes pour l'instant. Donc c'est la force européenne précisément pour aider les douaniers aux frontières extérieures. Il faut porter à combien la force? Mais il faut la porter à 10 000, sauf que Emmanuel Macron dit... Oui, Emmanuel Macron le dit, sauf que moi j'ai rencontré
les responsables de Frontex. Et ils nous disent rien n'est fait pour que ça passe à 10 000. Rien. Ils sont aujourd'hui péniblement à 3 000. Ils n'arrivent pas à avoir les moyens pour faire. Si vous voulez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle de ces sujets. Il en parle. Il va nous parler de frontières. Il va nous parler de stratégie migratoire. La réalité, c'est 270 000 et pourquoi migrants clandestins. Parce qu'il n'y a pas une vraie loi, celle que je propose, qui est la seule qui fonctionnera. Loi constitutionnelle adoptée par référendum avec des quotas migratoires et des règles du jeu claires. Quand on vient en France, eh bien, on parle le français, on signe un pacte républicain, on accepte un certain nombre de règles qui permettent l'intégration et l'assimilation à la société française. Et j'ajoute une chose, c'est que avec mes quotas, que je ferai voter, quand on arrive en France, si le pays d'origine ne reprend pas ses clandestins, il y aura 0 visa. Pardon, mais Monsieur Zemmour et Madame Le Pen disent immigration 0. Ça n'est pas possible, ça ne marche pas. Ils disent remigration, ça n'est pas possible, ça ne marchera pas. Moi, je dis une vraie voie, la voie des quotas. Et Emmanuel Macron n'en veut pas. Emmanuel Macron est aujourd'hui dans l'impuissance. Dans l'impuissance, parce qu'il n'y arrive pas. On va parler d'économie. Dans l'étude Mais vous savez, Madame Artichaut, une immigration incontrôlée plus une intégration ratée, ça peut disloquer une nation. Et c'est une vérité. Et je ne vais pas m'excuser de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est une situation très grave que vit notre pays. On n'est plus une nation. Moi, dans mon projet de Nouvelle France, je veux refaire nation. Je veux que tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, tous y croient en la France et qu'ils aient envie d'avoir un destin commun. Et ça passe, je le redis, par mon projet pour l'école, qui est un projet de sursaut national. C'est pas un slogan un peu vide, Nouvelle France? Non, parce que ça veut dire France. Écoutez, à Chaban, Damas d'ailleurs. Eh ben, vous êtes merveilleuse. Quand Emmanuel Macron disait Nouveau Monde, ça devait être sûrement très intelligent, et Nouvelle France, ça doit être très idiot. Alors moi, je vous le dis, Nouvelle France, c'est justement l'opposé de Nouveau Monde. Nouvelle France parce que France éternelle, et nouvelle parce que le monde de l'après-Covid n'a plus rien à voir avec le monde d'avant. Aujourd'hui, les Français veulent plus vivre dans les grandes métropoles. Les Français, ils veulent être beaucoup plus indépendants. Ils se posent des tas de questionnements sur le travail. Il faut revaloriser complètement le travail. Il faut leur donner des libertés dans locales. Dans l'étude que l'IFOP a faite pour TF1 et LCI récemment, sur votre il faut aider la famille. Politique dans l'opinion, donc sur votre image politique dans l'opinion, il y avait plusieurs propositions, candidate du peuple, rassembleuse, défendre la France ou pas, on vient d'en parler. Il y avait 14 propositions. Ce qui arrive en tête, c'est que vous êtes la candidate des riches, pour 56% des personnes interrogées. Ma question, c'est pourquoi les moins riches voteraient pour vous? Parce que dans mon projet, il y a une mesure extrêmement puissante de hausse de 10% des salaires nets sur le quinquennat. Et moi, je vais permettre qu'on vive dignement de son travail. Et je vais aussi permettre qu'on vive dignement de sa retraite, parce que je ferai la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron n'a pas faite. Mais sur le travail, c'est très important. Je vais permettre à la fois de travailler plus pour gagner plus, mais je vais aussi permettre que le travail paye vraiment. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever des cotisations retraite, 3%, dès l'été, pour permettre d'augmenter ses revenus du travail. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent à recruter. Il y a une question d'une Française, justement, qui s'intéresse à cette proposition. Vous voyez, elle a passé le mur du son, en tout cas. On l'écoute et vous lui répondez. Bonjour Valérie Pécresse, je suis retraitée et je m'appelle Marguerite. Et je me pose la question de savoir comment vous allez pouvoir convaincre et sans forcer les jeunes chefs d'entreprise à augmenter leur salaire de 10%, les salaires de leurs salariés de 10%, comme vous l'avez proposé et même promis pour votre prochain mandat. Voilà. Alors, ça passera pas comme ça. D'abord, on va faire des économies sur les dépenses publiques. Je suis la seule candidate qui revendique de faire des économies. Vous avez quand même vu qu'il y a un rapport qui vient de sortir de la Cour des comptes qui dit qu'on est dans la fuite en avant budgétaire totale, qu'on va léguer une dette colossale à nos enfants, qu'il faut absolument reprendre le manche, qu'Emmanuel Macron a donc effectivement bien cramé la caisse, comme je l'avais dit il y a quelques mois, et que c'est très inquiétant pour la France. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des économies massives. Donc moi, je
propose de faire ces économies. Je propose même de mettre une règle d'or dans la Constitution, budgétaire et fiscale, pour permettre de retrouver l'équilibre. C'est nouveau, ça. Une règle d'or budgétaire. Une règle d'or budgétaire. Alors, c'est pas totalement nouveau, puisque moi, je l'avais porté quand j'étais ministre du Budget. C'est pas nouveau en tant que tel, mais c'est nouveau dans votre programme, non? Je l'avais pas vu. On va l'annoncer effectivement aujourd'hui, cette règle d'or budgétaire. Parce que vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui dit que nous sommes en train de partir... Il faut des réformes sans précédent pour rétablir les comptes. Absolument, nous sommes en train de partir très très loin de ce qu'il faut pour le pays. Et je le dis, la dette, c'est des impôts différés. Ça veut dire qu'on transfère sur nos enfants la charge de nos dépenses d'aujourd'hui. Donc on mettra une règle d'or budgétaire. Donc ça, vous nous annoncez une règle d'or, c'est pour... dans la Constitution qui permettra d'avoir une trajectoire de réduction des dépenses. Sur combien de temps? Combien de temps? Sur 5 ans. Sur Ce sera les 5 ans. un pacte budgétaire sur 5 ans. Et à chaque loi budgétaire, le Conseil constitutionnel vérifiera qu'on est bien dans la trajectoire qu'on se fixe. Et ce sera contraignant ou pas? Oui, ce sera contraignant puisque le gouvernement sera obligé de suivre cette trajectoire. Et par ailleurs, il y aura une loi fiscale. Règle d'or fiscale, ça veut dire quoi? On n'augmente pas, on ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. Parce que là aussi, les entrepreneurs ont besoin de stabilité. Pour avoir une visibilité fiscale. Absolument. Donc, règle d'or budgétaire, règle d'or fiscale. Absolument. C'était des sujets que je portais quand j'étais ministre du Budget, que je n'ai pas pu mettre en œuvre à l'époque, parce qu'on a perdu en 2012, mais je veux absolument faire cela. Et sur la question sur les salaires, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais faire donc des économies très puissantes sur la sphère publique. L'État va lâcher prise, c'est les collectivités qui vont être en première ligne pour faire mieux. Et l'idée, c'est que tout le monde fasse plus tout en même temps. Et derrière, je vais baisser de 3% les cotisations retraite dès cette année. Et ensuite, je travaillerai avec les entreprises. Ça coûte, rappelez-nous, 7 milliards. 7 milliards. Et je vais ensuite, avec les entreprises, faire un dialogue. Mais les entreprises vont augmenter leur salaire. Hier, je parlais avec le patron de la CPME qui me dit il y a énormément d'augmentations qui sont en train d'être faites. Il y a les heures supplémentaires qui sont totalement défiscalisées, que je défiscaliserai totalement. Il y a les RTT. Je vais proposer aux entreprises de racheter les RTT de leurs salariés. Donc vous voyez, on va avoir plein de façons de permettre qu'on puisse gagner plus. D'accord. Donc, vous comptez sur les entreprises. Toutes ne pourront pas le faire. Non, vous le savez. Je ferai un donnant-donnant. J'ai aussi proposé aux entreprises de baisser leurs impôts de production pour les rendre plus compétitives. Parce que vous savez que sous Emmanuel Macron, la compétitivité de la France, elle a complètement décliné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les chèques que fait Emmanuel Macron français, c'est pour acheter des biens qui sont produits à l'étranger. Il a cramé la caisse, dites-vous. Oui. En quoi il a cramé la caisse? Eh bien, en réalité, le quoi qu'il en coûte a coûté beaucoup plus cher qu'il n'aurait dû. C'est ça le sujet. Et on aurait pu éteindre la crise sans dépenser autant. Et on le voit bien, aujourd'hui, on a, par rapport à il y a 10 ans, on a 1000 milliards de dettes de plus. Quand j'étais ministre, par rapport à quand j'étais ministre, 1000 milliards de dettes de plus. Il n'y en a qu'un quart qui est lié directement à la crise Covid. Le reste, c'est de la fuite en avant budgétaire, c'est des dépenses incontrôlées. Je recevais Éric Woerth, un de vos anciens amis, je crois que vous connaissez bien, qui vient de quitter LR, qui disait hier qu'il y a eu 640 milliards de dettes publiques accumulées entre 2017 et aujourd'hui, exactement le même montant entre 2007 et 2012. La dette a augmenté exactement dans les mêmes proportions. C'est pas le même point d'arrivée parce qu'effectivement ça s'accumule. Attendez, mais en fait, dit par exemple le président de la commission des finances à l'Assemblée, il n'a pas cramé la caisse. Écoutez, contrairement à ce que dit Éric Woerth a dit l'inverse pendant 4 ans. Alors c'est fantastique de retourner sa veste. Vous savez, Éric Woerth, en 2017, il m'a appelé entre les 2 tours de l'élection législative, à une semaine de son élection. Il m'a appelé, il m'a dit au secours, Valérie, je vais être battue. Il faut que tu viennes me soutenir, il faut que tu viennes passer la journée avec moi. Et en 2017, je suis venue, j'ai tout lâché, je suis venue le soutenir, j'ai passé la journée avec lui à Senlis, on a fait tous les commerçants, on a fait toutes les rues, on a fait du porte-à-porte, et il est passé à 51%. Voilà. Alors moi, je suis désolée, mais Éric Woerth, en 2017, j'étais là pour lui. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il retourne. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il retourne sa veste. Il a dit pendant 5 ans qu'Emmanuel Macron gérait mal le pays. Donc c'est franchement une immense, pour moi, déception, y compris affective. Et pourquoi il le fait? Est-ce qu'il le fait pour ses convictions? Est-ce qu'il le fait pour autre chose? Écoutez, vous lui demanderez. Mais en tout cas, moi, en 2017, j'étais là pour lui. Je voudrais juste revenir, une petite précision. Règle d'or budgétaire, ça m'intéresse. Aussi pour les collectivités locales ou pas?
Mais les collectivités locales, elles ont une règle d'or. Déjà. Bah oui, Donc, puisqu'elles c'est pas peuvent la pas, peine de la voter. elles votent leur budget à l'équilibre. Donc ce sera du coup étendu aux dépenses de l'État, les collectivités locales. C'est pour le l'ont budget de déjà. l'État, c'est pour enfin remettre la France sur une bonne trajectoire et pour protéger nos enfants. Parce que le sujet, c'est les générations futures. C'est trop facile de payer nos dépenses d'aujourd'hui avec de la dette accumulée pour nos enfants demain. On va parler du Mali dans un instant parce que Emmanuel Macron vient de faire une annonce importante. Juste un mot, les 150 000 fonctionnaires que vous voulez, les postes de fonctionnaires, pardon, que Oui. vous voulez supprimer. En Oui. tout 200 000, hein, puisque vous en créez Oui. par ailleurs 50 000. Vous nous avez dit où? Dans l'administration administrante. Oui, mais ça d'accord, on a compris, mais où? Mais Madame Martichoux, l'administration administrante, elle est partout. Elle est partout. Donc ça touchera tous les ministères. Mais ça touchera toutes les Ça administrations. touchera partout, ça touchera partout où il y a des procédures que nous allons supprimer. Ça touchera partout où il y a des Mais structures vous que nous comprenez allons bien supprimer. On a envie d'en savoir un peu plus. Ça veut Mais dire, écoutez, Valérie Pécresse, venez elle voir. annonce ça, elle lance ça, et Non, puis ça retombera, non. on verra, elle mettra 5 ans à savoir où c'est. Arrêtez de dire ça. Dans ma région, j'ai pris cet engagement de baisser de 10% les effectifs du siège et j'ai recréé des emplois en proximité, dans les lycées. Et c'est ça mon projet. Vous savez, il y a plus de 2000 guichets aujourd'hui d'aide aux entreprises en France. 2000 guichets. Vous imaginez 2000 guichets. Les entreprises ne les connaissent même pas. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça doit être simplifié? Donc en tout cas, l'idée, c'est de décentraliser. L'idée, c'est d'enlever tous les doublons. L'idée, c'est qu'il n'y ait qu'une seule responsable, un seul responsable. Ça, on a compris. Oui, mais ça supprime beaucoup de postes. Et puis l'idée, c'est de débureaucratiser. Vous ne croyez pas qu'on peut enlever toute une série de procédures? Et derrière ces procédures, il y a des agents publics qui les font respecter. Vous savez, l'hôpital, c'est intéressant l'hôpital. L'hôpital, on sait qu'on a beaucoup plus de coûts d'administration que de coûts de soins. Ça a été, effectivement, il y a une comparaison. Il faut digitaliser, Et donc ça concernera aussi l'hôpital. La directrice d'hôpital qui vous écoute ce matin, elle peut se dire, eh bien, mon administration, elle va devoir aussi s'interroger sur la façon dont elle est organisée. Mais c'est intéressant. C'est même pas comme ça. On va leur simplifier la vie. On va digitaliser, on va numériser, on va leur simplifier la vie. Et vous savez, est-ce que vous croyez que les médecins, des non-remplacements de départ en retraite, mais qu'est-ce qu'on fera à l'hôpital? Eh bien, on remplacera ces postes administratifs par des postes de soignants, puisque je créerai 25 000 emplois supplémentaires pour l'hôpital, 25 000 emplois, et je créerai en tout 50 000 emplois dans les 3 missions qui sont, j'allais dire, les maillons faibles aujourd'hui de la cohésion nationale: protéger, éduquer, soigner, les métiers de la protection, justice, les métiers de l'éducation et les métiers du soin. C'est là qu'il faut créer des postes. Il ne faut pas continuer à ouvrir des bureaux, à créer des organismes para-étatiques. L'actualité, on va parler des valeurs dans un instant, mais je vous assure que c'est indispensable. Cette réforme de l'État, c'est la mère de toutes les réformes. Si on veut remettre le pays sur pied, c'est la mère de toutes les réformes. L'actualité, le Mali. Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse dans quelques minutes, qu'on pourra suivre sur LCI, évidemment. Il annonce d'ores et déjà avec le Canada et ses alliés le retrait du Mali. Est-ce que vous approuvez cette décision? Qu'est-ce que vous attendez comme précision? D'abord, ce que je crois, c'est que notre mission au Sahel de lutte contre l'islamisme, elle n'est pas terminée. Donc moi, je souhaite que la France reste au Sahel, que nos militaires qui ont payé le prix du sang, 58 militaires morts au Mali, je veux que ces militaires puissent continuer cette lutte contre l'islamisme, contre le djihadisme au Sahel. En revanche, je pense, et depuis des semaines je le dis, que la façon dont la France est traitée par la junte malienne n'est pas digne et qu'on ne peut pas payer le prix du sang pour un pays qui ne veut pas de vous. Donc je pense que cette décision de réorganiser, si c'est la décision qui est prise par le président, de réorganiser notre engagement au Sahel est une bonne décision si c'est réorganisé. Mais il ne faut pas partir comme l'ont fait les Américains en Afghanistan. Il ne faut pas abandonner ce terrain qui est un terrain sur lequel la France défend des valeurs universelles. Et ces valeurs-là, je les défendrai, ce sera ma priorité. Ça veut dire que vous dites oui au désengagement, pas évidemment aussi brutal que ce que les Américains ont fait. Réorganisation de la force. Redéploiement. Réorganisation de la force au Sahel, mais pas au Mali. Et pas au Mali. Donc on quitte le Mali, on va dans d'autres pays, on reste vigilant et on aide évidemment les militaires sur place. Et on poursuit la mission.
on poursuit la mission de lutte contre le djihadisme. Avec des hommes qui sont stationnés dans des pays Moi, je proches le du crois. Mali. Moi, je le crois. Vous pensez? Je pense qu'il faut qu'on maintienne une force militaire en Afrique. Nous verrons quelle est la Physiquement. décision. Oui, nous verrons quelle est la décision que prendra le président de la C'est République. ça, ce sera ça votre vigilance ce matin. Je pense qu'il faut rester au Sahel. Et votre différence éventuellement si on reste autrement que par une Si on présence abandonne physique. ce terrain, alors nos soldats seront sans doute morts pour rien, et ça, je ne l'admettrai pas. Alors, vous parliez des valeurs universelles. Je voudrais justement en parler aussi en ce qui vous concerne. Vous dites qui est le vrai Macron et vous pointez le zigzag. Il est tantôt zig, il est tantôt zag. Mais évoluer, vous l'assumez aussi, vous. Sur certains plans, vous aviez admis, par exemple, dans l'émission Mission Convaincre sur LCI, avoir changé d'avis. Vous refusez le mariage homosexuel au nom des dérives possibles vers la PMA et la GPA à l'époque. Et aujourd'hui, vous dites que si vous aviez été député à l'époque, ben, vous l'auriez voté la PMA pour toutes. Vous vous êtes trompé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, aujourd'hui, moi j'écoute, j'entends, je parle et je discute. Sur la PMA, j'avais mis 2 lignes rouges. Je pense qu'il faut que les enfants nés de la PMA aient accès à leurs origines. Ce qui me gênait vraiment dans la question de la PMA, c'était qu'on puisse avoir des enfants qui ne connaîtraient pas leur donneur, qui ne connaîtraient pas l'homme qui leur a donné son patrimoine génétique. À partir du moment où il y a cet accès libre aux origines que j'ai demandé et qui a finalement été inscrit dans la loi par le gouvernement, mais à la demande de l'opposition, à partir du moment où il y a cet accès à l'origine, je considère qu'on peut la voter, dès lors qu'on met en revanche une frontière étanche sur la gestation pour autrui. Et sur la gestation pour autrui, je vous explique pourquoi je suis opposée à cette gestation pour autrui. C'est parce que depuis toujours, je me bats contre le tout marchand. Je ne veux pas d'une société du tout marchand. Je ne veux pas d'une société où tout s'achète. Je me suis battue Donc on tolère contre d'aller dans des pays je me suis battue qui, contre eux, mais écoutez, le je fait, me comment suis on fait mais Madame Marty, je sais la même chose pour le don d'organes. Aujourd'hui, vous savez, le don d'organes est gratuit en France. Le don du sang est gratuit. Le don des gamètes est gratuit parce qu'on est un pays qui a une valeur universelle qui est la gratuité et la non-marchandisation du corps humain. Simone Veil, qui est là, qui est une de vos références, elle était contre l'IVG. Elle a dit une loi qui est contournée dans des proportions importantes est une mauvaise loi. Et elle a porté la légalisation de l'IVG. Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas porter la légalisation de la GPA? Parce que la loi est contournée. L'interdiction, ça se fait ailleurs, et vous le savez. Mais est-ce que vous pensez... Enfin, moi, c'est une question de vision du monde. C'est une question de vision du monde. Moi, le monde où tout s'achète n'est pas le mien. Voilà, il ne sera jamais le mien. Eh bien alors, cette question des valeurs, tout le monde peut comprendre qu'on change d'avis, surtout sur des questions comme ça, mais pas tous vos électeurs. Pardon, j'en ai entendu qui disent « je ne peux pas voter pour quelqu'un qui suit le courant majoritaire ou qui change d'avis sur des convictions aussi fondamentales ». Qu'est-ce que vous leur dites? Ils disent à propos de Valérie Pécresse, sur ces sujets, il y a un problème d'authenticité. Eh bien, écoutez, c'est un parcours de vie et c'est un cheminement. Et dans une vie, on n'a pas toujours les mêmes opinions, on réfléchit, on évolue et on discute. Et je vous dis, cette question de l'accès aux origines, pour moi, et cette question aussi... Ce procès en manque d'authenticité, vous le récusez, vous dites... Mais c'est moi. Voilà, c'est moi. Il faut me prendre comme je suis. Comme je suis. Voilà. Dans notre rolling IFOP, le sondage quotidien qu'on révèle tous les jours à 17h sur LCI, Éric Zemmour, vous êtes passé devant. Vous êtes 4e. C'est pas la place la plus confortable. Eh bien, je suis challenger et je vais me battre avec toute mon énergie parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sondages qui me donnent aujourd'hui encore en tête pour le 2e tour. Et c'est ces sondages-là qui contredisent les vôtres que je mets en avant. Bien sûr, c'est un peu facile. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas aux sondages. Je ne crois pas aux sondages. Ce que je crois, c'est à la force et à la puissance d'un projet qui est un projet de rupture avec le macronisme et qui est un projet qui n'est pas le projet des outrances. Vous savez, voter Zemmour ou voter Le Pen, c'est avoir Macron à la fin. Voilà. Donc le sujet, c'est ça que les électeurs vont se dire le jour où ils voteront. Oui, alors peut-être que les électeurs sont tentés d'avoir des projets extrêmement clairs, avec des récits très puissants comme celui d'Éric Zemmour,
ou la continuité, un président qui a déjà gouverné 5 ans et qui a maintenant acquis une expérience. Et qui a abîmé le pays. Il n'a pas acquis l'expérience ? Il a abîmé le pays aujourd'hui. Écoutez, on vient de parler de la dette, on a parlé de l'école, de cette école de l'inégalité sociale. On pourrait parler de la santé. Aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui n'ont plus de médecin traitant. On pourrait parler des divisions. Et puis, je vais vous dire, le vrai bilan d'Emmanuel Macron, vous savez ce que c'est ? C'est 30% de personnes qui sont prêtes à voter Zemmour et Le Pen. C'est lui ? Ça, c'est son bilan. Bah oui, c'est son bilan. Parce qu'aujourd'hui, il a divisé la France et les Français. Il a et peur moi, de moi, je veux les dites-vous. réconcilier. Il a peur du face-à-face avec moi, avez-vous dit. Vraiment ? Bah écoutez, les attaques contre moi, enfin pardon, mais depuis janvier, la seule qu'on attaque, c'est moi. J'ai entendu La République En Marche jamais attaquer Madame Le Pen, pratiquement jamais attaquer Monsieur Zemmour. Pourquoi ? mais parce que leur seul objectif, c'est de déstabiliser celle qui peut être la candidate de l'alternance, c'est-à-dire quelqu'un qui porte un projet d'ordre et de progrès et de liberté. Vous ne doutez jamais ? Mais pourquoi voulez-vous que je doute ? Merci Valérie Pécresse d'avoir été ce matin, plutôt de nous avoir reçus dans votre QG de campagne, dans ce bureau, très bien décoré avec des tas d'objets personnels. Merci à toute l'équipe technique d'avoir permis, sous la houlette de Luc Deguillage et Jean-Luc, ce direct, ce QG de campagne. Et dans un instant, bien sûr, Emmanuel Macron, sa conférence de presse. Bonne journée sur LCI.